Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cyril Forestier. Salut Cyril, comment vas-tu? Ça va super et toi? Écoute Cyril, ça va impeccable. C'est un réel plaisir de te recevoir dans le podcast, car je suis moi-même un fidèle auditeur de ton podcast et de tes médias Courir Mieux. Donc vraiment, merci, un grand merci de prendre le temps, car je sais que tu es bien occupé, donc de prendre le temps de venir aujourd'hui. Je t'ai pas demandé avant, mais on a une petite heure devant nous. C'est OK Ouais, pour toi? ouais, c'est ok pour moi et merci de me recevoir. Tu as plusieurs casquettes pour essayer d'un peu de présenter. Je vais te laisser le faire, mais voilà. Chercheur, vulgarisateur scientifique, coach, athlète. Ouais, Tu t'entraînes, ah bah oui, tu t'entraînes beaucoup ah et ouais. tu fais de sacrées courses. Tu crées beaucoup de contenu sur tes différents médias. Première question, c'est quoi le secret pour arriver à mener ces quatre activités avec le succès qu'on te connaît? Ouais. J'en dirais plusieurs. Le premier, c'est d'être entouré, parce que je suis pas tout seul sur Courir Mieux. Je le dis souvent, il y a Margot. Margot, c'est ma compagne qui travaille également sur le projet. Comme elle préfère le travail de l'ombre, on la voit pas souvent. Elle est moins à l'aise devant la caméra que moi, donc on la voit pas souvent, mais pourtant elle fait un boulot de dingue. Donc première chose, c'est d'être entouré. Et je pense, deuxième chose, c'est d'être passionné, hein. Je pense que du moment que ça te plaît beaucoup, tu comptes pas tes heures. Donc des fois, c'est problématique. Mais ouais, je dirais être entouré et être passionné, ça fait partie de la recette, en tout cas, je dirais. Est-ce que dans les quatre grandes casquettes que j'ai citées, il y en a une qui prend plus le pas sur l'autre? Enfin, toi, Ouais. comment tu te définis toi aujourd'hui? Ouais. C'est simple, pour moi, je suis chercheur. Et ça n'a rien changé. Et en fait, c'est marrant parce que souvent, on a l'impression, et pas que toi, ou pas que enfin, pas toi, ou pas forcément que le grand public, hein, mais même les chercheurs eux-mêmes, on a l'impression que quand on fait de la vulga scientifique, eh ben, c'est qu'on a fait un pas de côté par rapport à la recherche. Et on n'est pas vraiment chercheur, on fait de la vulga, donc on n'est pas journaliste, on n'est pas chercheur, mais on est un peu entre les deux. Alors qu'en fait, quand tu regardes les fiches de compétences, je suis bien attaché à ça parce que j'étais maître de conférence à l'université, j'ai été responsable de formation, donc je suis attaché tu sais, aux fiches de compétences, des diplômes, etc. Quand tu regardes, quand tu as fait ton doctorat, que tu es chercheur, la vulga scientifique et la communication scientifique, c'est une de tes compétences, ça fait partie du boulot de chercheur. Donc pour moi, je me considère chercheur, c'est la priorité. Je me considère pas athlète, je suis athlète très amateur, donc c'est très gentil de citer ça. Je m'entraîne beaucoup, mais je suis athlète amateur. Chercheur, c'est la priorité. Et de là découle ce que je fais derrière, donc bah, les contenus sur les réseaux sociaux qui sont liés au fait que je suis chercheur et que je manipule des concepts, le média que tu connais, que tu as cité, Courir Mieux, où je fais de la vulga, et le coaching qui est à la frontière entre le terrain et la science. Et pour moi, mais pour moi, c'est une pyramide qui découle du fait que je fais de la recherche. Ok, ouais, c'est logique, ça a du sens, mais c'est vrai qu'on voit pas la recherche comme ça sur, effectivement, il y a de la publication derrière, et toi, ta manière aussi de rendre la vulgarisation, c'est ce que tu produis, donc effectivement, ça a Ouais, tout son et ça a sens. même évolué. C'est marrant parce que si tu regardes, je fais une mini parenthèse 2 secondes, mais si tu regardes les gros appels à projets de recherche sur lesquels tu peux avoir plein de sous pour faire de la recherche quand tu es chercheur, auxquels tu réponds. Moi, à l'époque où j'étais maître de conférence, il n'y avait pas forcément de volet communication, etc. Et Hmm. maintenant, ma compagne, elle travaille pas à 100% pour courir mieux. Elle fait un 50%, un mi-temps. Et son autre mi-temps, c'est de la vulgarisation scientifique pour un projet de recherche sur lequel il y avait obligation au niveau européen d'avoir un volet communication et vulgarisation parce qu'il y avait le constat, en tout cas dans cet organisme de financement, que les connaissances scientifiques sont pas assez transférées vers le grand public et Mhm. que la science, Ouais. c'est un truc pour les chercheurs, par les chercheurs, Hmm. alors qu'en fait, ça intéresse tout le monde. Et là, on parle de trail, mais en fait, la nutrition, comment bien vieillir, qui étaient des thématiques qui m'intéressaient à l'époque, bah, ça concerne encore plus tout le monde. Donc il y a vraiment un besoin de ce transfert, je trouve, par la vulga scientifique. C'est exactement ce que tu viens de dire. Les thématiques que tu cites, entre autres, très rapidement, sont très transversales. Quand on étudie ça Ouais. par le prisme de notre passion, ça va Ouais, découler forcément sur le reste, comment bien vieillir, qu'on on s'entraîne aussi pour mieux vieillir, peut-être pour être en meilleure ouais, santé, mieux manger, etc., etc. ouais.
Mais voilà, quel que Euh, soit le domaine, je pense qu'il y a vraiment un besoin de transfert des connaissances scientifiques vers le grand public. Et moi, je suis très content de le faire dans le trail. Et si je peux le faire dans d'autres domaines, ce qui me trotte en tête, si j'avais plus de temps, si les journées faisaient 48 heures, je le ferais, mais j'aimerais bien le faire dans d'autres domaines. Parce que, en fait, je vois tellement de domaines scientifiques intéressants, mais qui sont pas accessibles pour le grand public. Parce que le travail de vulga, il est pas fait que. Après, c'est ce que je dis, c'est pas à charge des chercheurs, hein. Je veux dire, quand tu es chercheur à l'université, tu as des cours, tu as de l'administratif, tu as de la recherche. T'as pas forcément le temps matériel. Déjà, des fois, t'as pas le temps de faire de la recherche. mm. Alors, le temps de faire de la vulga scientifique en plus de tes travaux, des fois, donc c'est pas à charge sur les chercheurs, ce que je voulais dire. Ou chercheuses. T'as notamment construit ta réputation sur l'exigence de tes sources, justement. Ouais, Un contenu très documenté, un esprit critique, justement, face à des affirmations non étayées, des on-dit, des choses un peu faciles, ouais, avec un souci constant, j'ai l'impression, de distinguer ce qui est prouvé, ce qui relève de la croyance ouais. ou des habitudes. Tu as notamment, je ne saurais plus quand, mais il n'y a pas si longtemps que ça, produit deux beaux épisodes sur qu'est-ce qu'une étude, Ah ouais. comment se passent les études scientifiques, comment on publie, et tout ce monde-là qui est parfaitement inconnu au grand public et qui était justement moi, qui m'a passionné parce que justement, beaucoup s'y perdent et se disent, bah oui, bah ça c'est prouvé, mais on a des contre-vérités tout le temps. Il y a des études qui disent oui, il y a des études qui disent le contraire, donc c'est pas parce que c'est scientifique qu'on n'arrive plus à s'y rattacher. C'est ça qui devenait problématique. Ouais. Euh, alors, déjà, je pense que la première chose que je veux dire, c'est que c'est pas grave d'avoir des croyances. En plus, on va parler de mental. Et moi, je sais pas si tu l'avais fait attention à ça, mais mon doctorat, en tout cas, était plutôt dans le domaine des sciences humaines et de la psychologie que de la physio et de l'entraînement. J'ai vrillé par la suite, mais donc du coup, ce qui est plutôt croyance et cognition, etc., j'aime Je ne bien. savais pas. Bah ouais, en fait, ma thèse, elle est pas trop performance, hein. Elle est Ok. orientée psychologie de l'activité physique et santé. Et j'ai toujours eu une appétence pour l'entraînement, mais j'ai pas pu l'exprimer dans ma thèse, puisque quand tu as une thèse, tu as un sujet et tu fais ça. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas grave d'avoir des croyances, hein, mais c'est juste qu'en fait, en tant qu'être humain, et ça, il y a plein de contenus qui en parlent super bien. Je pense par exemple à des interventions de Richard Monvoisin, qui fait plein de choses sur l'esprit critique, etc. Et en fait, quand il parle d'esprit critique, il met en avant le fait que bah, juste on est biaisé en tant qu'être humain. Le système, le cerveau, il a besoin de raccourcis, des fois il simplifie, il a plein de biais qui viennent lui amener des croyances qui sont erronées. Et donc, bon, bah, on a des croyances, et des fois elles sont fausses. Et bah, le point de départ de mon activité, c'était de me dire, bon, il y a des croyances qui parfois sont justes, parfois qui sont fausses. Peut-être qu'on peut passer un peu de temps à au moins essayer d'en construire des justes par-dessus les fausses. C'est pas grave qu'il y en ait des fausses, mais on peut construire mieux. Et un bon moyen de faire ça, c'est d'utiliser la littérature. Parce que donc là, on plonge dans ce que moi je considère comme fiable. En fait, il y a plein de façons d'arriver à une conclusion, mais quand même, il y a des protocoles aujourd'hui qui sont validés et qui nous permettent de dire avec moins d'erreurs, le moins d'erreurs possible, le moins d'incertitudes possible, que, bah, par exemple, ça c'est une bonne façon de s'entraîner, ça c'est pas une super façon. Ça c'est une bonne façon de s'alimenter, ça c'est pas une super façon. Et voilà, je me dis que quand on est face à toutes nos croyances, toutes nos erreurs, et qu'on a une méthode, c'est-à-dire la science qui permet de réduire le nombre d'erreurs, bon, c'est une bonne base. Alors, c'est pas tout, hein, c'est-à-dire qu'avec mes athlètes, par exemple, ou avec moi-même, je prends pas ce qui sort d'un papier et je me l'applique, mais au moins, je pars pas de n'importe quoi. J'ai une base, et de là, je peux me dire, OK, ça a été montré. Maintenant, est-ce que j'en dévie? Est-ce que j'en dévie pas? Est-ce que j'en dévie beaucoup ou pas beaucoup? Ça va dépendre de plein de choses. Mais au moins, j'ai une base. Et c'est ça que j'essaie de partager dans Courir mieux, c'est de me dire, bah, je partage la base à plein de gens, et après, bah, ils feront leur sauce petit à petit. S'ils n'y arrivent pas, bah, ils auront voir un professionnel, un prépa mental, un entraîneur, un diététicien ou un nutritionniste. Mais au moins, ils ont une base qui sort de la littérature et qui est validée. Écoute, c'est parfait parce que tu vois, l'angle que je voyais pour l'épisode, c'était justement de confronter ton regard de scientifique, de chercheur, à un sujet qui, par nature, justement, résiste à la mesure scientifique, résiste de moins en moins parce qu'on a Ouais, des outils qui ont changé. Et du coup, je veux parler, bien sûr, de la préparation mentale. Et ce qui m'intéresse justement dans le podcast, c'est de voir, d'avoir différents avis. Pas que j'ai fait une saison, j'ai interviewé énormément de prépa mentaux, mais surtout des coachs, des athlètes, comment tu travailles ça, comment tu te l'appropries, qu'est-ce que c'est pour toi. Chacun a, comme c'est pas très bien défini, chacun a un peu sa petite sauce, comme tu disais aussi. ouais, Donc l'intérêt là, c'était voilà, de te faire, c'était pas de te faire valider ou pas valider la discipline, hein, c'est pas le sujet, mais plutôt de ouais, voir de quelle manière tu l'abordes avec à chaque fois ces différents regards, ces différentes casquettes,
comment ça cohabite un petit peu entre un scientifique, entre toi en tant qu'athlète, ce que tu vas peut-être tester et comment tu vas peut-être, je sais pas, voir chez tes athlètes que les athlètes que tu coaches un besoin peut-être sur cette thématique-là. Ouais. Pour te lancer sur une vraie question, qu'est-ce qui justement rend la prépa mentale plus difficile à, à ancrer, à étudier scientifiquement que justement l'entraînement physiologique classique? Et bah, je vais peut-être te décevoir ou décevoir tes auditeurs avec ma réponse, mais pour moi, rien, en fait, vraiment absolument rien. Euh, un désintérêt, peut-être, de la part des chercheurs eux-mêmes. Pour avoir été dans les sciences du sport, quand on regarde un petit peu, moi j'ai quand même le sentiment, en étant passé là-dedans, qu'il y a quand même moins de chercheurs et chercheuses dans les sciences humaines en termes de STAPS que dans les sciences dures, par exemple de la physio, de la bioméca, etc. Donc il y a peut-être un moins grand intérêt, mais pour moi, quand tu regardes, et pour avoir fait ma thèse en psycho et publié en psycho, donc la prépa mentale étant une forme d'approche psychologique pour le sport, mais ça se base sur des outils qui viennent de la psychologie. Pour moi, il n'y a rien qui explique que ce soit plus difficile dans un sens que dans l'autre. C'est tout aussi observable, c'est tout aussi euh, investigable, on peut dire, avec les bons outils, avec les bonnes méthodes, mais il n'y a rien qui explique qu'on ait moins de connaissances sur la prépa mentale que sur la physiologie des athlètes, si ce n'est, je pense, un désintérêt pour l'instant de la part des sciences du sport, qui peut changer. Par exemple, dans un laboratoire où j'étais, il y avait un projet entier sur la cognition des athlètes comment ça s'appelle? Avec les fleurets, les épées, des athlètes d'escrime. D'escrime, ouais. Ouais. D'escrime en vue des JO 2022, je me souviens plus combien. Et ça, c'était un peu nouveau, tu vois. J'avais rarement vu des projets aussi géants, aussi gros. La psychologie de la performance, ça intéresse pas trop. Mm. En fait, quand on veut faire de la recherche, il faut des sous, on peut pas les faire comme ça. Donc, il faut que des organismes de recherche nous financent. Et bah, objectivement, c'est plus facile de dire qu'on va faire un projet sur, je sais pas, l'activité physique pour la santé parce que ça va prévenir des maladies. Là, directement, ça paraît intéressant d'un point de vue du financement. Alors que quand on dit que bon, on veut améliorer la performance des sportifs, on s'en moque un peu. Sauf par exemple quand on approche des JO. Là, d'un seul coup, ah, ok, il y a des gros financements parce qu'il y a les JO. Mm. Mais c'est un peu tard. Et je pense que c'est plutôt lié à des éléments contextuels et à un manque d'intérêt de la part des sciences du sport qu'autre chose. Parce que pour moi, la prépa mentale, et la psychologie d'un athlète, elle est tout aussi explorable scientifiquement Ok. que la physiologie. Et tu vas retrouver les mêmes limites. C'est-à-dire le fait qu'il faut individualiser. Oui, mais évidemment, tous les athlètes sont différents, mais au niveau mental comme au niveau physiologique, il n'y a pas un athlète qui répond comme un autre. Enfin, vraiment, toutes les limites, des fois pareil, on a l'impression que les mesures physio sont forcément plus robustes que les mesures psycho. Et en fait, quand tu creuses, bah, pas forcément. Alors, il y a quand même des cas où il y a quand même des contextes où c'est le cas. La mesure psychologique est parfois plus compliquée que la mesure psychologique est parfois plus compliquée que la mesure physiologique. Mais pas tout le temps. Il y a plein de cas où c'est pas vrai. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui expliquerait qu'on puisse pas explorer la prépa mentale comme on peut le faire dans les sciences dures. Pourtant, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, c'est pas le cas. Il y a, quand j'ai déjà fait des épisodes dans le podcast sur la psycho et sur le mental des athlètes, Mm. je me suis un peu arraché les cheveux pour trouver des études publiées et je me suis un peu arraché les cheveux pour trouver des experts qui ont publié sur le sujet. Ok. Et ouais, justement, bah, là, tu viens un peu commencer à répondre à ma question qui est arrivée. C'était est-ce qu'il y a des travaux, justement, des résultats que tu connais pas tous les travaux, hein, donc t'es pas la Ouais. Bible non plus des travaux sur le sujet, mais que tu juges solide sur le sujet, charge cognitive, je sais pas, autorégulation, dialogue interne. Je sais que sur l'imagerie motrice, par exemple, il y a les travaux d'Aymeric Guillot qui sont assez Ouais. connus, qui publie pas mal, qui est médiatiquement aussi un petit peu, voilà, qui sort un peu du lot, qui est un peu dans la lumière. Est-ce que tu as des, voilà, des contraintes, je sais pas, ou est-ce que tu t'en connais justement pardon, des travaux, des résultats plutôt solides sur ce sujet? Ouais. Alors, moi, je sais il y en a certainement que j'ai raté, hein, évidemment. Il y en a qui m'avaient un peu marqué, et là, dernièrement, qui m'ont un peu marqué aussi. C'est tous les travaux, mais peut-être parce que ma thèse, elle était un peu là-dedans aussi, hein. Je suis peut-être un peu biaisé sur ma réponse. Mais tout ce qui va relever de la motivation, c'est-à-dire vraiment, et on l'entend plein de fois quand on parle de mental, mais quand on dit le pourquoi, Mhm. c'est-à-dire pourquoi un individu court, en fait, on renvoie à tout le champ de la psychologie qui renvoie à la motivation. Et c'est pas neutre de se poser la question de la motivation. Et je le vois autant avec mes athlètes qu'avec moi-même, parce que j'ai fait de la prépa mentale l'an dernier avant mon échappée belle. Donc,
Tu disais en début que tu voulais pas que je valide la discipline. De toute façon, je veux pas l'invalider. J'ai fait des séances de prépa mentale. J'ai dû en faire une dizaine avant mon échappée belle, par exemple. Donc, je suis clairement convaincu par la discipline. Mais du coup, tout ce qui relève de la motivation, ça m'intéresse vraiment parce que je trouve que tu retrouves là-dedans, dans tout le champ de la motivation sur le trail, tu retrouves pourquoi est-ce que des gens s'entraînent plus dur que d'autres, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce que des gens reprennent l'entraînement? Pourquoi est-ce que des gens arrêtent? Tu vois, là, il y a un résultat qui est sorti, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'était une étude sur 10 ans, sur les ultra-trailers. Bah, 10 ans entre le premier point de mesure et le deuxième, qui était 10 ans plus tard, 50% ont arrêté l'ultra. Ils ont dit, stop, j'arrête cette discipline, je fais autre chose. Et tu vois, je me dis, en termes de motivation, ça pose des questions quand même. Et pourtant, ils ont cherché les motivations avec des questionnaires et ils disent, bah, en fait, les motivations, elles n'ont pas trop évolué. Enfin, elles ont toutes diminué, mais même chez ceux qui ont poursuivi. Et pourtant, il y en a 50% qui ont arrêté. Tu vois, moi, je me pose vraiment des questions là-dessus. Peut-être aussi parce que j'ai ma casquette qui me dit que, OK, un bon athlète, c'est un athlète en bonne santé, mais c'est un athlète qui dure longtemps parce que le but de faire du sport à la base, c'est d'en faire toute sa vie pour être en forme. Mais quand même, tout ce qui relève à la motivation, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai vu passer quelques trucs dessus, mais j'espère qu'il y en aura plus. Donc ça, c'était la première partie de ma réponse. Il y a aussi ce que j'aimerais voir plus. Tu vois, moi, dans mes travaux de recherche, je travaillais beaucoup sur la cognition et les fonctions exécutives. Donc peut-être que tu en as certainement déjà entendu parler, mais en gros, on considère, allez, on va dire qu'il y en a trois. L'inhibition, donc la capacité à arrêter quelque chose, arrêter des pensées négatives, mais ça peut être aussi arrêter un mouvement, etc. La mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de faire des calculs mentaux, etc. Bon, pour le trail, c'est peut-être pas très intéressant. Et la flexibilité cognitive, la capacité de changer d'idée, de jongler, par exemple, ce qui me permet de faire ABC 1, 2, 3. Tu vois, je viens de passer de lettrique à numérique et j'y arrive. Ça, c'est de la flexibilité cognitive. Et ça, les... moi, dans mes travaux, j'avais quand même exploré ces inhibitions et flexibilité. C'était deux choses qui m'intéressaient beaucoup, avec des liens sur de la fatigue de ses fonctions exécutives, avec des liens sur des capacités à changer d'objectif, etc. Et ça, je me dis, waouh, pour le trail, ça peut être super intéressant. Comment est-ce que tu fais pour inhiber des pensées négatives qui te viennent en course? Est-ce que la fonction exécutive, elle tourne bien? Comment tu fais pour changer mentalement d'état quand tu es dans un moment difficile? Comment tu fais pour te mobiliser cognitivement pour passer sur un autre mode de pensée? C'est super dur. Et il n'y a pas de travaux là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Donc, je t'ai un peu répondu entre ce qui Ouais. me marque, un peu ce qui m'intéresse en ce moment, que j'aime bien lire, et ce que j'aimerais bien voir se développer. Ouais, très, très, très intéressant. Et effectivement, si on commence à partir dans ce que tu terminais là, des travaux sur ces fonctions cognitives, on imaginerait justement, comme tu dis, des travaux, ça paraît énorme parce que ça serait sur Ouais. terrain, sur des temps longs, avec des grandes populations. Enfin bon, bref. Bah, on l'avait fait, nous, mais c'était un peu compliqué. Et puis, c'était pas sur du trail. Donc, on avait fait des mesures cognitives avant des sprints, quand j'étais au Mans, par exemple, voir s'il y avait des relations. C'est le moment où j'ai commencé à doucement mettre un pied dans la performance. J'étais maître de conf en plutôt orienté psycho-santé. Et puis là, je commençais avec un collègue, on s'amusait à regarder un peu des choses psycho-performance, donc des départs en sprint avec des fonctions exécutives euh, parfaites ou fatiguées, parce qu'on les fatiguait avec des tâches spécifiques. Ça n'a pas donné grand-chose. Il faudrait pouvoir le mesurer sur le terrain. Comment il s'appelle ce trail? C'est l'Ultra Trail scientifique de Clécy. Ah, du Clécy-Normandie, ok, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, ils tournaient et ils avaient Oui. 1 heure au milieu. Ça, je me dis, bah, tu refais le protocole et au milieu, tu rajoutes des mesures cognitives. Là, peut-être qu'on pourra avoir des choses super intéressantes. Mais c'est vrai que comme souvent, les mesures cognitives, ça demande quelques minutes sur ordinateur au moins. C'est un vrai protocole complexe. Dans l'UT4M Lab là, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, ils ne pouvaient pas le faire parce que c'était des vrais participants qui couraient. Ils ne peuvent pas s'arrêter et faire 5 minutes sur ordinateur à une base de vie. Dans un autre projet comme un ultra scientifique de Clécy, ce serait faisable parce qu'ils avaient tous le même temps arrêté. Mm. C'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. C'est des construits qui sont plus durs à mesurer que d'autres, mais ce serait super intéressant. Complètement. Qu'est-ce que tu penses du vocabulaire un peu généraliste qu'on entend beaucoup? Le mental, c'est 90% de la course. Il faut être fort. Avoir du mental, c'est être fort. Comment tu reçois ça scientifiquement ou même comme coureur? Bah, en fait, Agacement, je trouve ça. tu tolères, En fait, je peux pas y faire grand-chose malheureusement, mais je trouve ça super paradoxal et marrant parce que tu vois là tout ce qu'on vient de discuter toi et moi jusqu'ici, on vient de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature, que la littérature elle est en retrait, qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, il n'y a pas beaucoup de publications, c'est un peu en retrait et encore dans le contexte du trail, il y a des choses qui ont été faciles, qui ont été mesurées. Typiquement la motivation, c'est facile à mesurer.
Mm. Entre guillemets, sans vouloir me faire taper sur les doigts par ceux qui font de la recherche là-dessus, mais je trouve que c'est pas très compliqué. Tu as des questionnaires, des fois en 8 questions, tu as ta réponse. Ça va vite. Euh, donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté, tu as des gens qui peuvent se dire, ouais, bah là j'ai travaillé mon mental. Et je me dis, mais ça vient d'où en fait cette idée? Est-ce que juste ça a été difficile, et parce que c'est difficile, tu penses avoir travaillé quelque chose? Pourquoi pas, hein, mais il y a plein de situations où c'est difficile et où tu n'améliores pas forcément grand-chose. Mm. Enfin, je veux dire, le fait que ce soit difficile, c'est pas le gage qu'il se passe quelque chose d'intéressant ou qu'il se passe un progrès. Bah Donc, là, je c'est trouve ça typiquement. intéressant. Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est Vas-y, typiquement vas-y. ce que je reçois beaucoup comme information, c'est je m'entraîne quoi. Enfin, l'athlète d'endurance, il passe des heures dehors en général. Donc, je passe des heures dehors sous la pluie, et puis pour faire des séances de 6 heures, il faut du mental. Donc, bon, bah, c'est bon, j'ai du mental quoi. Ouais. Comme tu viens de Et dire, comme si, pourquoi en fait? Est-ce que tu as ouais. vraiment travaillé ton mental? Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement de ton mental à ce moment-là quoi? Est-ce que t'es pas en train de te dégoûter de l'entraînement parce que tu te forces à faire des séances dégueulasses, excuse-moi du terme, mais dégueu, et Si, que aussi, ouais. qui en fait sont durs mentalement, qui te donnent pas spécialement de bénéfices, et en fait, tu es juste en train de te dégoûter de l'entraînement parce que tu passes ton temps à associer entraînement et expérience négative. Et en fait, c'est pas si bénéfique que ça pour la pratique dans le long terme. Donc moi, le premier truc pour répondre à ta question avant, c'est que je suis surpris souvent entre, d'une part, on a très peu de connaissances sur la psychologie du sportif, la prépa mentale, etc. Et d'autre part, parfois, le nombre de choses qu'on attribue à ce mental, alors que, bah, comme j'ai dit, on n'a pas grand-chose, quoi. Donc Est-ce quand que juste. j'entends le mental, c'est 90% de la course, dire ouais, bah, le vélo de max, c'est un peu plus, je pense quand même, mais je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est un peu plus. Enfin Euh, bref. Bah oui, oui, mais c'est sûr. Mais et justement, est-ce que tu penses que c'est ce manque de preuves concrètes scientifiques, hein, là, on parle pour nous français en France avec un esprit à peu près cartésien. euh, Est-ce que tu penses que plus de preuves scientifiques fera forcément que ça rentre un peu plus dans les têtes et dans les mœurs? Ouais, je pense, parce que On a besoin de ça, quoi. ouais, pour moi, je pense, hein, on a vraiment besoin de conclusions robustes qui nous permettent d'avoir une base, juste encore, comme je disais avant, avoir une base. Et je dis pas qu'il n'y en a pas en prépa mentale, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà plein de prépa Mm. mentale, il y a des diplômes, donc c'est-à-dire qu'on a quand même des bases qui nous permettent d'aller vers de la prépa mentale. Mais on va relever le niveau petit à petit, c'est-à-dire qu'on va être encore plus sûr de certaines choses, et sûr que certaines choses marchent pas, et plus sûr que certaines choses fonctionnent. Donc on va gagner en boîte à outils. On va gagner en boîte à outils. Et après, c'est toujours le même exemple. C'est-à-dire que t'as le même exemple en physiologie. Des fois, la recherche, elle fait un pas en avant en disant, waouh, regarde, cette méthode d'entraînement, elle est Mm. super intéressante. T'as des gens qui vont dire, ouais, mais lui, il le fait depuis 10 ans. Oui, enfin, lui, il le fait parce que bah, il a trouvé l'idée, il est malin. On savait pas que ça marchait et personne d'autre avait l'idée. Il se trouve que lui, dans la conjoncture des événements, bah, il avait l'idée et en plus, ça marchait. Et en fait, d'un seul coup, sa méthode, elle est validée pour plein de gens. Il y a plein de monde qui vont commencer à l'utiliser. Donc, tu commences à diversifier la boîte à outils. Mais par contre, tu peux toujours trouver des prépas mentales aujourd'hui. J'en suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà ces boîtes à outils qui sont pas validées. Mais quand elles le seront, bah, en fait, elles seront valides. Ça fonctionne déjà et ils font déjà un travail de dingue. Donc, voilà. Mais je pense que ce que je voulais dire par là, c'est juste que ça va juste relever le niveau. Ça va pas faire que. Il y a déjà des très bons prépas mentales et il n'y a pas besoin que la recherche avance pour qu'il y ait de bons prépas mentales. Il y en a déjà. Par contre, ça va faire qu'en moyenne, les prépas mentales seront tous un peu meilleurs, je trouve, qu'ils l'étaient avant qu'il y ait plus de preuves disponibles. Ouais, comme ça fait un peu monter tout le monde, comme ça se passe pour la physiologie de Ouais, bien sûr. l'entraînement. Ce qui était vrai il y a 30 ans, c'est plus les mêmes Ouais, informations qu'aujourd'hui, quoi. Ok. ouais, exactement. En tant que coach maintenant, comment tu gères ça, c'est-à-dire ce qui est pas mesurable forcément chez un athlète? Ouais. Est-ce que tu lui fais passer un test de cognition, tu vois, avec 8 questions? Tout ce qui est la peur, le doute, motivation. Comment déjà, comment tu fais pour le sentir si jamais tu sens quelque chose justement, et si tu ressens quelque chose, comment tu l'adresses à Ouais. ton athlète? Alors, j'ai plein de niveaux de réponse à te donner. Le premier, c'est que j'utilise des données mentales qui sont faciles à mesurer mais comme en physio, hein. C'est-à-dire que là, ce que j'applique au mental, j'applique la même chose au physio. Par exemple, j'ai pas besoin de la puissance ajustée à la pente pour mon athlète qui court. En fait, je m'en fous. J'ai besoin de sa fréquence cardiaque et c'est déjà très bien. Donc, je prends cet outil, je le mets dans ma boîte à outils à moi. Au niveau du mental, de quoi j'ai besoin pour la plupart de mes athlètes? Ah bah leur perception de forme, leur stress, leur ressenti d'effort. Et en fait, c'est déjà beaucoup. Ça fait déjà trois données qui relèvent du mental, de la psycho.
Bah, du coup, je les mets dans ma boîte à outils. Et quel que soit le champ, je pense que j'essaye de me restreindre aux données physiologiques, psychologiques, peu importe, aux données les plus utiles qui demandent le moins d'efforts aux athlètes pour trouver le bon compromis, tu vois. Entre ça me rapporte beaucoup d'informations et c'est pas très contraignant par l'athlète. Donc moi, c'est comme ça que je rentre dans différentes data. C'est pour ça que Ok. je suis pas un énorme fan des énormes modèles de données qui rendent plein de choses. On met plein de trucs dans le modèle et on verra maintenant les IA, elles font plein de calculs et puis on verra ce qui sort. Moi, j'aime beaucoup les data, mais j'aime bien un travail de présélection fin des données qui nous intéressent. Et du coup, ça, je l'utilise pour répondre à ta question. Pour le mental, ce serait pareil. Sélectionner des données qui sont importantes. Donc, par exemple, comme je te l'ai dit, hein, la cognition, je ne saurais pas quoi en faire aujourd'hui. Mhm. Donc, bah, je ne vais pas le mesurer chez mon athlète. Si demain, ça devient déterminant pour suivre sa forme et ses progrès, je verrai comment l'intégrer. Mais là, j'en ai pas besoin. Il n'y a pas de preuve. Donc, bon, bah, je vais me tourner vers autre chose. Euh, Ensuite, il y a un niveau au-delà des datas que je récupère, etc. Bah, je discute avec mes athlètes au moins une fois par semaine, mais ça dépend des gens. Il y a des gens avec qui on parle une fois par semaine parce qu'ils sont comme ça, ils demandent pas grand-chose et ils font pas beaucoup d'interactions. Donc on parle qu'une fois quand je fais le check de leur séance. On discute. Et il y a des gens avec qui je parle plusieurs fois par semaine, des athlètes avec qui je parle plusieurs fois par semaine. En fait, dans le discours, dans les échanges, euh, bah, tu vas commencer à, comment dire, à remarquer des termes ou des mots qui reviennent plus que d'habitude, par exemple de la fatigue, du stress, des questionnements qui reviennent. Et donc là, ça peut m'alerter sur une méforme, ça peut m'alerter sur même un rapport malsain à la pratique. Et j'ai déjà arrêté avec des personnes le coaching parce que, bah, à force de discussion, je me rends compte qu'ils ont un rapport à la pratique qui est pas très, en tout cas que moi j'évalue pas très équilibré. Et après avoir essayé de dire, bah, fais attention à ça, etc., je préfère me dire, ok, je veux pas en fait être un garant de n'importe quoi. Je veux pas te donner l'impression que ce que tu fais, c'est OK parce que tu payes un coach, clairement, hein. Donc, je préfère me retirer du projet sportif. Et bref, en fait, en discutant, tu repères des éléments de langage qui changent ou qui reviennent plus souvent, etc. Et ça me fait un deuxième niveau d'analyse qui me fait dire, OK, attends, là, faut peut-être qu'on discute. Donc, je discute de certaines choses. Et il y a un moment où je suis à l'aise à dire, c'est pas de ma compétence, en fait. Ayant fait un doctorat en psychologie, etc., lisant sur le sujet, je m'autorise à me dire, OK, je fais une base de prépa mentale aussi parce que je connais l'athlète puisque je l'entraîne. Donc, je m'autorise un certain champ. Et régulièrement, je me rends compte que ça dépasse par contre mon niveau de compétence. J'ai pas les outils pour accompagner la personne comme il faut. Et à ce moment-là, je renvoie. Je redirige vers quelqu'un qui fait de la prépa mentale, qui est diplômé, qui a fait un cursus, tu vois, qui est reconnu là-dessus en disant, Mhm. bah voilà, là, je pense que tu as besoin de ça. Moi, j'arrive plus à te l'apporter. Et ben, vas-y. Un peu comme avec un bobo, hein. Un athlète qui s'entraîne et qui dit, ah, je commence à avoir une petite douleur au tendon d'Achille. Bon, toi, tu dis, attends, j'ai fait des études en STAPS, il n'est pas blessé, je peux essayer de mettre en place un ou deux trucs. Ah, ça s'arrange pas ou ça dépasse mon niveau de compétence. En fait, c'est plus grave que ce que je pensais. Bah, en fait, il faut que tu ailles voir un kiné, il faut que tu ailles voir un médecin. Donc voilà, il y a cette petite zone d'ombre entre deux où je me dis, ok, je peux essayer de faire grâce à la discussion. Et si ça dépasse ça, bah, je renvoie vers quelqu'un de plus compétent. Tu as des outils, alors tu parlais juste avant des datas que tu n'utilisais pas forcément. Est-ce que tu utilises déjà la VFC, qui est hyper Et bah, facile, tu sais, avec les montres ouais, et bah, alors, je n'utilise pas celle avec les montres parce que, en fait, c'est pas très fiable. Malheureusement, c'est pas fiable pour une partie de la population. Et il y a des travaux qui l'ont montré. Et bah, moi, j'ai pas de bol, je fais partie des gens chez qui c'est très peu fiable. Par contre, je le fais sur moi, un protocole de 5 minutes le matin avec une ceinture de FC et une application téléphone qui est gratuite. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que comme je l'ai à la montre et j'ai cette application, je me suis amusé pendant 3 semaines à mettre toutes les données, même plus, hein, genre 2 mois, un truc comme ça, je crois, à mettre toutes les données et voir si c'était corrélé. Et en fait, ça l'est même pas, donc ça marche vraiment pas sur moi, les données montres. Donc ça, je l'utilise un peu, et pas avec tous les athlètes. Les athlètes qui veulent, on l'a déjà fait. Il y en a pas beaucoup qui sont OK, en fait, mais on l'a déjà fait. Et il y en a d'autres, ils me disent, non mais 5 minutes le matin, j'ai pas envie, j'ai le boulot. Voilà, je préfère me lever, partir, tant pis pour la VFC. Moi, ce que j'utilise beaucoup avec mes athlètes pour suivre la forme, parce que la VFC, c'est du suivi de forme. J'utilise un questionnaire qui s'appelle le Wellness, si je dis pas de bêtises, qui est en 6 questions. Et moi, j'en ai enlevé une qui m'intéresse pas. J'ai enlevé la question sur l'alimentation parce que je saurais pas trop quoi en faire. Et je me dis, bah, ça fait gagner une question à tous mes athlètes. Donc,
voilà, ils le font moins. Ils font ça tous au moins une fois par semaine. Enfin, tous, ceux qui veulent. Je les force pas. Et j'utilise la perception d'effort. Et ouais, ça, c'est mes deux variables un peu psycho principales. C'est vrai que perception d'effort, tu vois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Enfin, le lien est tellement facile qu'on y pense moins. C'est vraiment de la psychologie, quoi. C'est tous les travaux d'ailleurs qui ont été faits sur ce sujet-là. Je suis en train de faire une série sur le coping, Ouais, sur les stratégies de coping, et c'était les grandes révolutions justement, c'est d'intégrer cette notion de perception et pas bien que sûr. de la transaction en fait, que ce ressenti-là est une transaction entre ce qu'on ressent de nous et ce qu'on ressent de la Ouais. situation. Et Ah, c'est mais vrai que dire comment tu perçois l'effort tous les jours de manière vraiment carrée et de le débriefer avec tes athlètes, ah, t'as quand même rien qu'avec ça, t'as une info énorme, quoi. bien sûr. Alors, tu as toujours des athlètes qui sous-cotent ou surcotent, hein. C'est-à-dire que tu as toujours l'athlète qui cote le minimum c'est 1 ou l'athlète le minimum c'est 4. Et bon, ça, à force de connaître les athlètes, tu le sais. Mais une fois que tu as un peu ces connaissances individuelles en tête, la Mm. perception de l'effort, c'est super intéressant. Quand ton Mm. athlète, il code toujours, ne serait-ce qu'il code toujours 4 sur les footings, mais vraiment quasiment toujours 4, et que là, ça commence à passer à 5, 5, 5, 6, 5, 5, 4, 5, 6. Là, tu dis, attends, il y a un problème en fait. En moyenne, on a pris un point. Il y a un problème quelque part. Sur une Mm. échelle de 1 à 10, c'est énorme, il y a un problème quelque part. Il faut juste qu'on en discute. Donc ça, c'est super intéressant. Et pour revenir sur le début de ce que tu disais, quand tu regardes toute la littérature sur le terme effort, parce que sur la construction de l'échelle de Borg, donc de perception d'effort, Mm. il y a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est que le terme, parce qu'il y a eu la traduction qui était exertion en anglais, effort en français, etc., qui a été traduit par épuisement, puis par effort. Enfin, il y a eu Ouais. plein de débats. Quand tu regardes les personnes qui ont travaillé là-dessus, c'est des psychos qui ont travaillé sur la notion d'effort, l'effort Et- que tu es en train de fournir, des psychos ou des psychophysios qui ont travaillé sur cette notion d'effort. Qu'est-ce que c'est que l'effort qu'on fournit? Et c'est vachement intéressant. Mais en fait, ouais, la perception de l'effort, le RPE de 1 à 10, c'est une vraie psycho pure. Absolument. Et comme et en plus, on peut partir on rebondir chacun sur le truc, mais rien que dans la traduction. C'est pour ça que déjà coping, c'est pas traduit, quoi. Parce que Ouais, bien sûr. on garde de coping. Voilà, Coping. tout le monde sait, personne ne sait trop ce que ça veut dire, mais bon, Ouais, voilà, bien sûr. surmonter, on a trois, quatre définitions qui collent un peu dans le truc, mais déjà, dès que tu vas commencer à essayer de traduire un terme, tu vas t'éloigner de la thèse principale Et et ouais. c'est difficile. Sachant que le langage scientifique, c'est l'anglais. Ça, c'est la langue validée, c'est l'anglais. Souvent, on est là en tant que francophone, mais pas que nous, hein. Du coup, les Italiens, les Espagnols, etc., sont dans la même cas que nous. Mm. On est amené à devoir faire des traductions des outils. Et déjà là, tu sais que tu perds peut-être de la Ouais. compréhension ou tu t'écartes un peu du sens initial. Vraiment, quand tu regardes perceived exertion, exertion, c'est épuisement ou effort. Et bah, tu demandes à quel point est-ce que la séance t'a épuisé ou à quel point elle t'a demandé des efforts. C'est pas du tout la même question quand même. Non, non, Ça n'a rien à carrément. voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc ouais. Non, carrément. Est-ce que tu as des cas, un ou des cas concrets où tu as dû composer avec, je veux dire, un blocage mental ou une problématique mentale assez forte chez un athlète? Oui, oui, où je l'ai fait parce que où je l'ai fait moi, alors que je pense que ça relevait pas de mes compétences, mais parce que la personne n'était pas OK avec l'idée d'aller dans la démarche de prépa mentale. Et je me retrouve dans une situation un peu bloquée, on va dire, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bon, bah, dans ce cas, débrouille-toi, je t'accompagne plus. Bon, c'est un peu brutal, donc je vais pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'utiliser des outils, moi, ça marchera moins bien, mais au moins j'ai fait un minimum, et du coup, je me suis retrouvé à faire des choses comme ça. Quand j'y pense un peu, Alors, les blocages, je sais pas si c'est des blocages ou obsessions, mais premier blocage que j'ai en tête, là, c'était euh, quelqu'un que j'accompagne qui est très faible confiance en soi et pourtant beaucoup de capacités physiologiques Mm. et très difficile de faire admettre que en fait que ça va le faire quoi. Et parallèlement, capacité à se faire mal et à aller loin dans l'effort, mais vraiment très prononcé. Mais par contre, terrorisé avant une course, vraiment à faire nuit blanche, etc. Et ça, bah il faut que je compose avec parce que bon parce que c'est la réalité de mon athlète. Il faut que je compose avec. Je peux pas juste l'ignorer quoi. Donc ça, c'est un exemple. Blocage, je trouve aussi sur un autre problème que je rencontre de temps en temps, mais que j'ai encore rencontré récemment. Euh, euh, je sais pas si c'est un blocage le bon terme, mais moi je dirais ça, c'est un blocage sur la quantité. Vraiment des pensées obsessionnelles, enfin obsessionnelles, des échanges qui sont extrêmement tournés vers la quantité de choses, de travail à réaliser, la quantité d'entraînement, la quantité, en faire plus, en faire plus. Et ça, je me dis que c'est aussi quelque chose qui
qui relève du blocage parce que t'es en train de dégrader la qualité de ton entraînement parce que tu veux toujours en faire plus, plus, plus. Et ça, je pense que ça fait partie également de la sphère blocage. Et ça, j'ai pas trop réussi à, ouais, à composer avec. En fait, je suis pas assez compétent pour avoir composé avec. Je pense que ça relève à d'autres choses. Et c'est des gens, c'est là la personne, j'ai une personne en tête avec qui j'ai arrêté du coup par rapport à ça en me disant, bah moi, je peux pas t'accompagner dans ces conditions parce que là, ouais, Ok, c'est ok, pas ok. ok. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, sur ta partie athlète, même si tu Ouais, as dit que t'as souri quand j'ai dit que c'était ta partie, tu es un athlète, la mienne. bah, d'un niveau certain, mais quand on Ouais. s'entraîne, je sais pas, passer les 10 heures par semaine quand même, quoi. Ouais. Euh, Sur un ultra, bah, c'est ce que tu pratiques le plus. Est-ce que ta rigueur scientifique t'aide, justement? Est-ce que tu te Mhm. raccroches à ça peut-être dans les moments difficiles, parce que tu as des connaissances que 90% des gens n'ont pas. Par exemple, quand tu dois faire face à la fatigue ou au doute, tu dis non, ben voilà, physiologiquement, il y a ça qui va se passer. Est-ce que voilà, ta rigueur scientifique t'aide dans ta pratique? Le problème que j'ai au début pour répondre à ta question, le problème que j'ai, c'est que j'ai quand même vraiment très souvent une tendance à décortiquer tout. Hmm. Mais enfin, c'est pas quelque chose que je fais volontairement, hein. Je décortique parce que ça m'intéresse, quoi. Donc, si je fais une descente, je vais très vite penser à comment est-ce que mon muscle est en train de travailler. Bon, du Oui. coup, je décortique un peu tout et je le fais également en course. Bon, en course, quand c'est long, de toute façon, faut pas oublier qu'on est cramé mentalement. Donc, tu commences à décortiquer beaucoup moins de choses. Et t'as beau avoir de la rigueur scientifique et ça avec toi, il y a un moment où tu perds de toute façon tous ces repères-là, c'est plus cohérent. Déjà, plusieurs choses. En fait, j'aime vraiment beaucoup la compétition et c'est vraiment quelque chose qui me définit. J'adore la compète. Je trouve ça trop cool de courir avec et contre des gens. C'est très bon enfant. On fait la course, quoi. C'est tout, quoi. Mais du coup, mon rapport aux autres concurrents qui est sur une ligne de départ ou pendant la course, il peut être compliqué. Et ça, du coup, c'est des choses, la littérature scientifique va pas beaucoup m'aider à gérer ça, à part si on parle de pacing. Et en fait, c'est souvent mon assistance qui m'aide à gérer ça. Par exemple, ma copine, ou là, dernièrement, sur la dernière course que j'ai fait, mon pote et ma copine qui faisaient l'assistance, qui m'ont aidé beaucoup à relativiser. Je sais que, tu vois, je te donne un exemple, mais donc, c'est pas de données scientifiques, mais un exemple, je suis arrivé au ravito, j'ai dit, non, mais là, je descends tranquille parce que c'est le début de course, il faut que je fasse super gaffe, mais je comprends pas, il y a 20 personnes qui viennent de me poser. Je lui dis ça à mon assistance, il me fait non mais t'as tout dit, on s'en fout, c'est le début de course, allez, change tes affaires et dégage. Je descends, j'arrive au ravito d'après, et là il m'attend avec le live trail en disant bah je sais pas qui c'est les gens que tu vas te déposer, mais t'en as repris 8 et c'est pas toi qui te fais déposer. Donc en fait ta perception elle est biaisée. Alors peut-être que tu t'es fait dépasser, puis ils se sont arrêtés au ravito, puis ils se sont arrêtés pisser, mais en fait tout va bien. Et donc ça c'est des choses qui m'aident à... Donc c'est pas scientifique, mais ça m'aide à recadrer. Moi, personnellement, ce que j'utilise tout seul sur moi-même, c'est pas forcément scientifique, c'est plutôt de la donnée assez brute par rapport à moi-même. Tu vois, encore sur la même course, j'ai un moment difficile, je me dis, là sur la dernière course, j'ai eu une deuxième moitié de course vraiment compliquée, et je me dis, ouah, bah, je suis scotché, tu vois, ça va pas. Et en fait, je regarde ma montre, j'ai ma vitesse ascensionnelle, et je me rends compte qu'en fait, je suis dans les mêmes vitesses que d'habitude quand je suis en forme, alors que là, j'ai l'impression que ça va pas, et pourtant, j'ai la même vitesse. Ma FC, elle est normale. Et ben ça me rassure. Ça me permet de dire, ah, ok, ta perception, elle est celle-ci, mais objectivement, il semble que ça aille. Donc voilà, c'est pas vraiment des données scientifiques, c'est plus des données personnelles et un coup de pouce considérable de l'entourage. Tu l'as dit, du coup, je change un petit peu ma question. Tu as fait de la préparation mentale, Ouais, de manière accompagnée, donc. ouais. À la base, tu y allais pour chercher quoi? Un objectif très précis, sur une thématique précise, ou plutôt une curiosité générale? Non, non, j'y allais pour une thématique précise. C'était par rapport à mon échappée belle 2025. En fait, je l'ai abandonné en 2024. C'était un peu mes premières expériences avec le long. Avec le long, j'en avais déjà fait un, mais en fait, je réfléchis beaucoup en temps d'effort. Donc, je vais pas trop réfléchir en distance ou dénivelé. Hmm. Le plus long que j'avais fait, c'était peut-être 10 11 heures, tu vois, un truc comme ça. Et c'était des efforts que je commençais à connaître et qui me faisaient pas trop peur. Puis je me dis, sur 10 11 heures, pour vraiment pas finir, alors que c'est un effort de 10 heures ou même 11 heures, c'est vraiment que t'as pacé n'importe comment, quoi. Enfin, moi, quand on avait fait quelques-uns de, tu vois, 6 7 ou quoi, sur un 10 heures, il faut vraiment que je pace n'importe comment pour ne pas finir un effort qui est si proche de ce que je connais le plus.
Et là, l'échappée belle, je l'ai abandonnée une fois au bout de 10 heures. Donc déjà, j'avais ce petit blocage en me disant mentalement, ouais, c'est une barrière, quoi. Il faut que je passe mentalement 10 heures. En plus, à 10 heures, j'étais à un lieu, le lieu où j'ai abandonné. Donc il faut que j'arrive à passer ce lieu. Enfin, tu vois, ça représentait quand même quelque chose dans ma tête. Et également la peur d'abandonner et ouais, la peur d'abandonner, la peur de pas y arriver dans cet effort nouveau. Et j'étais un peu emmêlé entre bah, peut-être que j'y arriverai jamais. Qu'est-ce qui se passe si j'abandonne? Alors que c'est pas si grave, mais moi j'avais un peu du mal à me confronter à l'idée que je risquais d'abandonner. Et donc voilà, c'est un peu pour ça que j'y suis allé à la base. Euh, et c'était, pour être tout à fait transparent, c'était à la frontière entre plein de choses parce que c'était aussi un moment où j'avais besoin, je pense, je dirais rééquilibrer, je pense que c'est le bon terme, d'autres aspects psycho de ma personne qui n'ont rien à voir avec le sport, tu vois. Et c'était un peu c'était la personne que je voyais faisait psychothérapeute et prépa mentale. Elle était aussi, enfin, elle est aussi, elle, sportive. Et donc, en fait, ça a combiné plein de choses, de mon rapport à mon travail, mon rapport à mon sport, la peur de l'échec dans mon boulot, la peur de l'échec sportif. Et tout ça, ça s'est combiné pour faire un moment où j'en ai eu besoin et où ça m'a fait du bien d'avoir ces différentes sens. Ouais, mais là, c'est clairement, bah, comme tu dis, enfin, c'est ce que tu viens de dire, la transversalité de la prépa mentale qui est quand même, qui est un peu le but aussi, parce que même si on y va pour chercher peut-être des performances, Ouais. il y en a un thème comme un autre, on en ressort en général avec quelque chose d'assez transversal où on voit que c'est un peu plus, qu'on peut un peu plus le pratiquer sur toute sa vie. Est-ce Ouais. qu'il y a des outils qui t'ont particulièrement parlé et d'autres, si tu veux partager, qui t'ont pas du tout, avec lesquels t'as pas accroché? Eh ben, alors, je commence par ceux avec lesquels j'ai pas accroché. Personnellement, tout ce qui est imagerie mentale, relax, mais c'est une catastrophe, quoi. Ça marche pas du tout. J'arrive pas trop à En fait, je pense que c'est lié. J'arrive pas trop à me poser et à me projeter mentalement, calmement, dans quelque chose qui va durer et tu vois, essayer de le vivre. C'est une catastrophe. J'y arrive pas. J'ai très vite l'esprit qui va bouillonner et être traversé de plein d'autres pensées. Et donc, en fait, ces moments calmes, comme de la relax ou quoi, ça marche pas très bien chez moi. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait plutôt mis de côté. Et c'est peut-être mon côté cartésien ou je sais pas, mais tu vois, moi, le format liste, mais. Bah ça, c'est un truc qui m'est resté et que j'ai du coup retransféré à des athlètes, typiquement la personne que je te disais qui était angoissée, terrorisée un peu avant ses Ok. courses. Je lui ai proposé d'essayer de faire ça. Des listes, moi typiquement, bah, qu'est-ce qui peut m'arriver, comment j'y réagis? Qu'est-ce qui peut m'arriver, comment j'y réagis, c'est quoi la conséquence la plus négative possible, tu vois? Hmm. Par exemple, je peux avoir des troubles gastriques, conséquence la plus négative, bah, je sais pas, je vomis. Comment j'y réagis? Bah, j'adapte mon plan de nutrition. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, faire des espèces de colonnes comme ça avec des lignes, c'est bien. Ça permet d'évaluer un peu tous les scénarios. Ça permet aussi de redescendre, je trouve, la pression. Moi, ça m'a bien aidé. Donc ça, c'est quelque chose Ok. qui m'a beaucoup aidé. Et alors, je sais pas si je devrais le dire ça, mais je vais le dire. M'entraîner, quoi. J'ai l'impression que j'ai l'impression que une des choses qui m'a fait du bien au niveau psychologique, c'est vraiment de passer du temps à m'entraîner en fait et me dire, ça m'a un peu donné de la confiance dans moi-même en me disant, bah, ok, reprends ton volume d'entraînement, qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi tes sorties, sans être dans l'excès, tu vois, sans vouloir toujours en faire plus, mais juste me dire, ok, le AC, il est là quand même. Objectivement, si je regarde mes datas, le AC d'entraînement, il est là. Et bah, ça fait partie des choses, je pense, qui font du bien mental, hein, c'est s'entraîner. J'ai remarqué. Enfin, un athlète à moi qui avait super peur de pas finir un ultra, bah, il s'entraînait 5-6 heures par semaine. Et j'ai envie de dire, bah, je peux comprendre que dans une situation où ton entraînement est difficile parce que ta vie ne te permet pas de t'entraîner, je peux comprendre que tu aies plus de doutes que quelqu'un qui s'entraîne 20 heures, en tout cas. Oui, mais justement, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que s'entraîner, comme tu dis, et je partage complètement, ça, c'est un des meilleurs boosts motivationnels de réassurance, enfin voilà, un peu dans cette optique-là. Et c'est aussi pour ça que la période de tape, d'affûtage, Ouais, est une vraie période problématique pour certains, certaines, ouais, parce que justement, on baisse le volume, il y a ouais, plus de place pour faire autre chose, et on se dit, bah ça y est, je m'entraîne plus, quoi. ouais. Et du coup, en plus, ça y est, la course approche, on se projette. Tu l'as remarqué ça aussi avec justement tes Ouais, coachs. alors avec mes athlètes, avec moi-même, donc ça, c'est évident. Alors la première chose que j'ai envie si je peux partager des conseils ou des idées qui me viennent par rapport à ça, Plaisir. la première chose qui me vient en tête, c'est que déjà, c'est bien d'avoir d'autres choses à côté du trail, en fait, que le boulot et le trail. Parce que
du coup, tu peux te plonger là-dedans pendant, c'est quoi, c'est 2 semaines un tapering maxi, enfin un grand tapering, ça va durer 2 semaines Mm. complètes. Bah, en fait, tu as 2 semaines pour, tu vois, moi j'aime bien faire un peu de musique, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien regarder les films et des séries. Bah, du coup, pendant 2 semaines, ok, je m'entraîne pas. J'ai réussi à me dire, là, pendant mon dernier tapering qui a duré 2 semaines et qui était, là, qui était justement il y a 2 ou 3 semaines, j'ai réussi à me dire, bah, trop bien, je vais avoir du temps pour faire mes autres activités qui ont été mises de côté sur les 2, 3 semaines où je me suis envoyé le plus gros volume d'entraînement en fin de Ah, montée en charge. Tu vois, dans la balance personnelle et ton équilibre perso, ok, bah pendant quelques semaines, j'ai mis de côté la musique et les jeux vidéo parce que je suis allé me chercher des 18 heures d'entraînement. Et là, j'ai 2 semaines où je réduis le volume et je peux refaire un peu de musique et de jeux vidéo. Bah trop bien, tu vois, dans la balance, j'ai pu réinvestir ce temps. Et quand tu joues, je trouve, à des jeux vidéo ou quand tu fais de la musique, ton esprit, il pense pas à ta course. Hein. Tu concentré sur un jeu, t'es concentré sur faire de la musique, t'es concentré sur une activité qui te prend mentalement. Tu vois, par exemple, j'adore lire, mais ça marche pas trop dans ce genre de situation parce que ton esprit, il divague. mm. Des jeux vidéo, de la musique, c'est vraiment prenant cognitivement et tu peux pas penser à ta course pendant que tu es en train de jouer. Et donc ça, moi, ça m'a fait du bien. Donc, avoir des vraies activités à côté qui te plaisent, quoi. Tu vois, la veille de ma course, je regardais un Tarantino et je suis passionné de cinéma, je regardais ça et j'en ai regardé deux d'affilée, je crois. Ah non, c'est le lendemain, j'en ai regardé deux. La veille, je regardais un Tarantino et la veille de ma course, et ça, bah, ça Ça m'a a pris marché. l'esprit et j'étais pas stressé, quoi. Ouais. Donc il y a ça. La deuxième truc que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi dernièrement, alors là pour le coup, un peu moins prépa mentale, un peu plus physio. J'ai moins affûté ces derniers temps sur les courses. En tout cas, la première semaine, j'ai affûté moins brutalement qu'avant. Tu vois là, ma première semaine d'affûtage, elle était plus proche des 70% de charge que des 60-50. Et en fait, ça fait une différence sur l'entraînement. Tu as un peu moins cette sensation de moins t'entraîner. Donc ça fait un peu du bien aussi. Et je pense que c'est un mélange de plein de choses qui fait que tu es mieux psychologiquement. Un peu d'activité, un peu moins de décharge, tu vois, tu mélanges un peu plein de trucs. Et ça fait du bien. Et après, ouais, se dire, bon, bah, de toute façon, il faut que j'y passe. Hein. Je peux pas arriver à ma course. Enfin, si je peux arriver à ma course sans affûtage, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées pour le peloton. Parce Oui. qu'on voit des élites le faire maintenant, tu vois. Oui, tu as eu Ben Diman il y a pas longtemps, j'étais en train d'y penser. Ouais, ouais, Ben Par Diman exemple. et Louison qui est devant Ouais. lui aussi, pareil, hein, les deux, Ouais. ils ont pas affûté. Hein. Ouais, mais eux, quand ils coupent l'entraînement, Ouais. bah, je veux dire, ils passent leur jour. Moi, ma journée off que j'ai eue avant mon ultra, je me suis accordé une journée sans bosser ou avant mon ultra, mais eux, c'est 5 jours comme ça. Donc peut-être que eux, ce qu'ils récupèrent en 5 jours, en plus avec leur physiologie exceptionnelle d'athlète élite, bah, c'est ce que moi je récupère avec mon boulot en 10 jours en fait. Ouais. Donc ok, eux ils affûtent pas. En fait, si ils affûtent en 5 jours, est-ce que eux ils affûtent en 5 jours? Bah, c'est ce que nous, avec un boulot, un réveil, etc., on affûte, on récupère en 15 jours. Donc voilà. Bref, voilà un petit peu ce que j'en pense. Mais ouais, la phase d'affûtage, elle est pleine de doutes. Et il faut en faire, je pense, pour aussi se rassurer. Hein. Ça fait partie du jeu, c'est en faire. Les courses de prépa, c'est bien pour ça. Hein. On simule. Et comme ça, on est habitué. Tu vois, moi, j'ai eu mon. Dans l'affûtage aussi, des fois, tu as un gros coup de mou. Vraiment, sur la fin de l'affûtage ou le milieu de l'affûtage, tu peux avoir un énorme fatigue. Tu te sens mou, tu te sens léthargique. T'as pas envie de dormir, mais t'as rien envie de faire non plus. Et ça, là, si ça t'arrive la première fois, t'as jamais affûté, c'est ta course qui arrive. T'es un peu surpris. Tu dis, ouais, mais là, je suis foutu, en fait. Mm. Et voilà, du coup, avoir répété ça, ça m'est déjà arrivé 2, 3 fois. Là, ça m'est arrivé avant ma course. Je me suis dit, je le sais. C'est à J+10 du début de l'affûtage. C'est normal. Ça va durer 2 jours. No stress. Voilà. Ouais, en faire, et puis bah, comme ça aussi, ça va prendre de l'expérience, comme tu dis, ça marche, Ouais, ouais, c'est ça, prendre de l'expérience. Alors, c'est le levier le plus difficile de tout ce que je viens de dire, hein, forcément. mais faut pas l'oublier. Écoute, on arrive gentiment à la fin de l'épisode. J'ai une petite série de questions en rafale pour clôturer. T'es OK? Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, alors, c'est parti. T'es plutôt zone 2 ou intensité? Ça, j'ai changé zone 2. T'étais J'étais intensité un avant. grand friand des fractionnés méga brutaux et là, j'en ai fait un peu moins cette année. Tu seuillais avant? Ah non, D'accord. j'aime pas, j'aimais pas trop le seuil non plus. Non, non, Ok. moi j'étais vraiment sur des Intensité, fractionnés intensité. AVMA, Ok. quoi. Ah ouais, 5 fois 3 AVMA, minutes, ok. 5 fois 3 minutes à finir liquide, quoi. Ok. J'aimais bien ça. Je vais reprendre cet hiver, je pense, parce que ça me manque un peu les grosses intensités. Mais pendant une période, j'étais vraiment, vraiment très orienté haute intensité. Est-ce qu'il y a un mythe dans le trail que t'aimerais voir disparaître? Définitivement. Il y en a tellement. Euh, je réfléchis 2 secondes. Ouais, ceux sur la bouffe, je pense que c'est ceux qui me fatiguent le plus parce que c'est les plus. Comment dire? C'est les plus contre-productifs.
les mythes qui te disent que les gels, c'est pas bien, qui te disent que faut pas manger de glucides parce que comme ça, tu t'habitues à utiliser tes graisses et tout ça, c'est vraiment les trucs les plus inutiles comme mythes qu'il faut et les plus contre-productifs. Donc, c'est ceux que j'aimerais voir disparaître en premier. Ouais, le mythe du cétogène là qui nous a fait, qui nous a occupé pendant quelques années là, c'était dur, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu te rends compte du contexte actuel, du fait qu'il y a plein d'athlètes qui s'alimentent pas assez. Moi, j'ai un athlète qui a arrêté, qui est Alors, c'est jamais parfaitement acté, mais suspicion de Reds. Ouais. Était genre, bah, le mec, il peut plus courir parce que suspecté de Reds, t'as pas envie que ça t'arrive, quoi. Non, non, puis Donc, c'est loin bref. à s'en remettre. Ouais. Ouais. Et du coup, après, deuxième, ceux sur le mental, là, les 90%, c'est dans la tête. Ça fait oublier que, en fait, 90%, c'est dans les jambes. C'est ça. Enfin, j'exagère un peu, mais. L'ultra, c'est dans la tête. Ouais, je crois pas que. Bon, en tout cas, je pense que c'est pas 90%, quoi. Je sais, je pourrais pas dire quelle est la répartition, mais je pense que. Enfin, je pense qu'elle est quand même légèrement en faveur de la physio et qu'après, le mental, il est juste derrière. Mais tu vois, si c'est un 60-40, un truc comme ça, bon, c'est impossible à tester, hein, ce que je viens de te dire, mais c'est pas que dans la tête, quoi. Est-ce que tu t'autorises à avoir des croyances encore? Oui. Fondées sur rien. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, je m'autorise à tout. Et en fait, juste, je me fais surprendre par des déconstructions que je non souhaitées. Et j'aime bien des fois, justement, j'aime bien. Je croyais un truc, je lis quelque chose, je fais genre, ah, et mince alors là, je pensais pas du tout, quoi. Donc, ouais, clairement, ouais, aucun problème avec. Une dernière étude qui t'a fait changer d'avis, justement, sur quelque chose comme ça? Attends, je réfléchis 2 secondes parce que je crois que j'en ai vu une passer. Ah, bah ouais, typiquement. Alors, c'est pas récent, récent, mais en fait, j'aime pas trop la pliométrie, tu vois. J'aime pas trop ça. Et du coup, moi, j'étais plutôt à me dire, bon, pour le trail, je suis pas certain que ce soit si utile que ça. Et je suis un petit peu revenu en arrière. Alors, pas énormément, parce qu'il y a quand même une grande différence sur l'intérêt de la plio entre trail et ultra trail. Pour pas y passer des heures, je vais juste résumer comme ça. Mhm. Mais il y a quand même un moment où je me suis dit, ah, ton désintérêt de la plio, il manque de justification. Il faut que t'en fasses, il faut que t'en fasses un peu plus. Un chiffre ou une donnée que tu regardes en premier après une course? Euh, Mon chrono, mon temps. C'est vraiment parce que tu vois, j'ai dit que j'aimais la compétition et que les autres, ça a joué. Mais quand même, la première chose qui compte pour moi, c'est mon temps. Le premier truc qui me fait sourire, mon pote là, il l'a utilisé sur la course et je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais c'est pas de me dire t'es 30e, hein, c'est de me dire t'es 30 minutes d'avance sur ton temps estimé. Alors, faut que je me sente bien physiologiquement, tu vois, faut que je sois bien et que je me sois pas ouvert. Mais quand il m'a dit ça, mon pote, et que j'étais sur bien, j'étais en surforme et il me dit ouais, t'es 20 minutes en avance, 25 minutes en avance sur ton prévisionnel, là j'étais genre ah ouais, cool, je suis en forme aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose que je regarde, c'est mon chrono, je pense. T'es plutôt montée ou descente? Euh... je dirais monter, quand même. Même les chiffres me donnent tort, hein, les chiffres me donnent tort. Je suis un meilleur descendeur que grimpeur. Mais moi, l'effort que je préfère, c'est la montée. Les gros montées, un peu techniques, un peu caillouteuses, là où tu plantes bien les bâtons, j'adore ça. Ok. La question d'auditeur qui revient le plus souvent, mais qui te fatigue un peu. Je vais te dire un truc qui est nul, je pense, mais vraiment, on me l'envoie plein de fois. C'est quoi la meilleure paire de chaussures? Ok, Je fais, ouais, je mais comment tu m'attendais veux que pas je à réponde ça. à ça? En fait, ça va dépendre de ton pied, de la course que Excellent. tu prépares, de plein de choses. Et vraiment, c'est une question mais qu'on me pose tellement souvent. C'est tellement généraliste. En Ah, il y a plus, comme tellement de question. paires de chaussures en ce moment, c'est quoi la meilleure pour toi? Genre, mais enfin, je peux pas, c'est impossible que je te réponde. En plus, ma meilleure, c'est pas la meilleure Ah de oui. quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment une question qui revient, mais genre super souvent. Ou alors, oh, bah, il y en a d'autres, mais ça m'agace pas tant. Mais tu vois, les questions sur des coûts marketing, quoi. Je vais pas citer les marques, mais c'est pas que ça m'agace de la part des auditeurs, ça m'agace que les marques aient fait ça. Tu vois, Genre quoi, comme des coûts une marketing, marque fait t'entends une quoi? communication Ah oui. marketing un peu, je vais pas dire mensongère, mais qui tord un peu la réalité. Hmm. Et là, je le reçois 30 fois par message en me disant qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, je me retrouve du coup en me disant bah j'ai décidé de faire le job de déconstruire des connaissances, bah, il faut que je le fasse. Et sauf que là, bah il y a quelqu'un qui vient de mettre un gros coup de pied dans ce que plein de gens ont essayé de faire, à construire comme connaissance robuste au fil d'années. Bah là, il faut tout déconstruire. Tu vois, l'exemple avec ça, c'était les messages qu'il y a eu l'an dernier sur glucides à l'effort, ça risque de filer le diabète. Et le nombre de Oui. fois où, en fait, il y a plein de gens, dont moi, qui faisaient du travail d'éducation sur bien s'alimenter. Et là, d'un coup, tu prends un coup dans la fourmilière, tu fais 20 pas en arrière, tu reçois 22 fois les mêmes messages. Ah ouais, mais là, j'ai entendu que.
Et t'es genre, bah, allez, c'est parti pour un an à essayer de déconstruire ça qui a été balancé C'était, comme ouais. un pavé dans la mare, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle cette théorie-là Ah de, en ouais, fait, ça prend toujours 10 fois plus de temps à déconstruire ouais, quelque chose de faux ouais. que d'éduquer le grand public, quoi. C'est Déconstruire, tu ça. Et passes en ton temps fait, à déconstruire un truc faux, quoi. C'est et débile. ouais, et en fait, quand tu regardes les réseaux sociaux, ils marchent beaucoup mieux, les réseaux sociaux, à balancer un pavé dans la mare, Ouais. où tout le monde va être genre, waouh, mais regardez cet énorme pavé, et il va être repartagé dans tous les sens, et donc du coup, bah, tout le monde le voit, plutôt que tous les contenus un peu robustes qui ont pour but d'éduquer doucement sans gros pavé dans la mare. Et du coup, à une époque où les réseaux sociaux sont super importants, et c'est pas négatif, je pense que c'est plutôt cool, même les réseaux sociaux, si c'est bien utilisé. Et bah ouais, du coup, ce genre de situation avec des questions d'auditeurs qui arrivent, genre, bah t'as vu le gros pavé, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, des fois, je sais pas si j'aime pas, mais tu te sens vite submergé en mode, pff, bah je sais qu'il m'attend beaucoup de boulot, quoi. Bon, tant mieux, hein, mais. Allez, dernière question. Le prochain projet qui va te faire vraiment kiffer? Je vais faire le. Bah, tu vois, j'en ai deux en tête j'en ai eu deux en tête j'ai rembobiné ma réponse spontanée. J'allais te dire ma prochaine course et en fait, je crois que ce qui me fait kiffer le plus, c'est les étapes de la prépa de cette prochaine course. Par exemple, là, je vais faire le Tour de Dubaï en 3 jours avec mon pote qui m'a fait l'assistance et ça me fait surkiffer. C'est ce que je me disais là. Je prépare un 100 miles, j'en ai jamais fait. Bah, c'est une grosse boucherie et puis je vais pas te mentir, hein, j'ai forcément peur sur une épreuve qui va durer peut-être 30 heures alors que j'ai jamais fait plus que 20. Mais par contre, quand je regarde toutes les étapes de la prépa, là, j'étais genre, ah, ça va être trop cool. Et par exemple, le Tour de Dubaï en 3 jours, mais ça va être régal, quoi. Eh ben, impeccable, écoute. Moi, je suis arrivé au bout de mes questions. Est-ce que t'as quelque chose que tu aimerais aborder ou est-ce qu'on est tout bon? Bah non, je te remercie beaucoup d'inviter des gens, de faire du podcast et d'essayer de partager des infos, ouais, des infos comme ça, un peu sourcées, un peu à la frontière entre sourcé et personnel, hein, parce que là, tout ce qu'on a discuté, c'est vraiment à la frontière entre les deux et tout ce qu'il faut, c'est savoir qui est quoi. Et du moment que c'est transparent, bah, ça c'est sourcé, ça c'est plutôt mon opinion et je t'explique pourquoi je pense que c'est bien. Bah, je pense que déjà, c'est ouais, c'est le plus important. Donc, merci, juste merci d'avoir fait ce job. Bah, écoute, merci à toi. Je te renvoie les remerciements d'avoir participé au podcast, d'avoir répondu présent, d'avoir pu justement nous faire part d'une partie de toi qu'on entend moins, parce que forcément, entre guillemets, on t'attend sur le côté très carré. Bah, c'est ta marque de fabrique, donc c'est Ouais. un peu normal aussi. Et donc voilà, ça m'intéresse toujours d'avoir évidemment des avis qui peuvent être complètes, qui peuvent être contraires avec justement c'était pas le cas aujourd'hui, hein, mais avec des expériences qui te sont propres. Donc c'était top. Encore merci. Je te souhaite tout le meilleur pour les prochains projets et je te dis à très vite. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.